Ce plateau a été inspiré justement par les discussions sur les plateformes digitales de Canal 3 Bénin qui a relayé justement des propositions d'un certain Christian Laïndé, ancien candidat à la présidentielle, qui a jeté quelques idées à l'occasion justement de ce projet de révision de la Constitution actuellement en débat au Parlement. Et là-dessus, on va donc consulter l'avis de deux personnes qui s'y connaissent très bien. Anissi Carlos Oké, bonjour. Bonjour Tanguy. Anissi Carlos Oké, analyste politique, éditorialiste à Fraternité. Merci d'être sur mon plateau ce matin. En face de vous, Franck Kiniva. Monsieur Kiniva, bonjour. Bonjour. On ne présente plus, en tout cas, à Canal 3 Bénin, consultant sur les questions liées à la décentralisation. Faut-il dire, les propositions de M. Christian Laïndé sont très variées et touchent à plusieurs points. On n'a pas beaucoup de temps ce matin, on va aborder quelques deux ou trois, notamment qui nous ont intéressés et surtout intéressés aussi les internautes qui ont lu la publication sur la plateforme digitale du Canal 3 Bénin. On va parler du mandat unique qui est revenu dans les idées de l'ancien ministre en charge de la jeunesse, sous Mathieu Kérékou, lui qui a proposé aussi la question de revoir la question de l'âge pour accéder à la fonction présidentielle. Et puis on va explorer un peu ces idées concernant le développement et l'enracinement de la décentralisation. On va commencer par le tout premier, la question du mandat unique. J'ai l'impression que ce n'est pas encore sorti des esprits, Anissi Carlos Oké. Non, ce n'est pas encore sorti des esprits parce qu'il y en a qui trouvent que c'est une réforme pertinente, ouais, parce que le mandat unique a des avantages. Et quand on pèse le pour et le contre, ouais, M. Christian Laïndé fait partie de ceux qui considèrent que le mandat unique permet d'aller au développement sans trop se préoccuper des chamailleries politiques qui sont en réalité le vrai problème que nous avons dans notre système politique. Donc un mandat unique, ça permet de savoir que le président ne revient pas et donc de lui laisser le temps de dérouler son agenda. Et j'en profite pour dire que je suis très heureux que M. Laïndé ait fait cette démarche parce que lorsque le projet de révision a été envoyé à l'Assemblée nationale, il était loisible à tous les citoyens de saisir le président de l'Assemblée nationale de toutes leurs observations au sujet de cette loi. Mais nous avons vu qu'il y a beaucoup de personnes qui sont plutôt dans l'invective sur Internet, qui ne formalisent pas leurs idées et qui ne font pas la bonne démarche qui consiste à écrire. Parce que la lettre que M. Laïndé a fait publier chez nous a été adressée au chef de l'État, c'est vrai, mais aussi au président de l'Assemblée nationale avec ses observations. Donc là-dedans, je trouve que les arguments qu'il a développés par rapport au mandat unique se tiennent bien et rejoignent un peu ce que le chef de l'État lui-même avait voulu faire au début de son magistère. Les députés auront peut-être à l'étudier et éventuellement à l'intégrer à leur amendement, à leur révision, parce que le but de la manœuvre, c'est de montrer aux députés que plutôt que de statuer sur le Sénat, qui est le plat de résistance de cette révision, on pouvait aussi en profiter, explorer d'autres besoins pour régler des petits problèmes. Oui, mais on a l'impression que l'idée de mandat unique n'a de succès que dans la tête de ceux qui n'ont pas encore eu accès justement à la magistrature dans leur pays, et que dès qu'ils y arrivent, que ça change. Exemple, ça a commencé à Cotonou avec Patrice Talon, qui d'ailleurs au début avait espéré faire un mandat unique et qui s'est ravisé par la suite. J'ai pas choisi par hasard le mot, s'est ravisé par la suite. Et bien avant Patrice Talon, au Sénégal, mettons en France aussi, on a eu quelques élans comme ça qui se sont soldés, ma foi, par un retour en arrière. Quand on a vu tout ça, pourquoi faut-il remettre le plat? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord dire que c'est vrai qu'il ne faut pas toucher à la Constitution à chaque session parlementaire, mais si nous avons observé, il n'y a vraiment pas eu de vraie révision de notre Constitution depuis 1990. Ah oui? La dernière révision de 2019 oui, a été une révision à minima. Parce que le projet initial du chef de l'État qui avait été rejeté, il ne l'a pas intégralement introduit dans la Constitution. Parce que c'était fait juste à minima pour qu'il n'y ait pas trop de polémique. Donc moi je pense que si
par exemple, on avait dit que la révision constitutionnelle, c'était pour rendre gratuite l'école primaire, secondaire et supérieure. Bon, est-ce qu'on aurait eu la même réaction? Pourquoi dire que c'est tabou de toucher à la Constitution? Moi, je pense que l'approche, ce que j'ai apprécié dans la démarche du ministre Laïndé, c'est de vouloir dire, mais si vous voulez réviser la Constitution, profitez pour faire le débat sur les questions qui étaient en suspens. Et donc, l'une de ces questions-là, c'est le mandat unique. Et je vous assure, en 1999, je sortais de l'université, la coopération danoise m'a aidé à participer à un forum à Paris sur la paix et le développement en Afrique, entre autres. Et René Denis-Segui, qui était en ce moment le rapporteur spécial des Nations Unies par rapport au conflit en Afrique, a fait cette conclusion que c'est la conquête du pouvoir, le maintien du pouvoir au pouvoir qui était à l'origine de plus de 90% des conflits en Afrique. Et donc, si vous regardez, je parle de 1999, et c'est encore d'actualité. Nous avons le Cameroun, où il y a eu des violences. Nous avons la Tanzanie, où il y a eu des violences. On parle de 700 morts, justement parce que le président en Afrique, quand quelqu'un est dans le fauteuil, tout porte à croire qu'il doit, parce que la Constitution lui donne une nouvelle marge, il doit tout mettre en œuvre. Et le président Talon, Anissé l'a dit tantôt, le président Talon, dans son diagnostic de 2016, a bien dit que mettre en œuvre un second mandat, ça amène le président en place à faire feu de tout bois pour renouveler son mandat. Parfois, par conviction, parce que ayant consenti des sacrifices énormes pendant 4 ans, 5 ans, et ne voyant pas l'aboutissement de ces sacrifices-là, se dit, il faut véritablement que j'obtienne un second mandat. Donc, il faut comprendre qu'aujourd'hui, nous n'avons pas... Moi, j'ai compris que quand on est en développement, il faut sortir parfois des théories, des paradigmes préparés par l'Occident et autres. Il faut sortir de ça et faire le débat. Ne pas faire ce débat-là, c'est une occasion manquée, à mon avis. Parce que, souvenez-vous, en 2024, l'année dernière, le fait d'avoir eu le même comportement devant la proposition de loi de révision constitutionnelle de Hassan Seibou, c'est ça qui nous a amené le durcissement du code électoral. Alors que sa démarche pour réviser la Constitution, c'était juste de changer l'ordre. Oui, mais est-ce que ça aurait pas exacerbé des humeurs? Parce qu'il y avait des problèmes à régler. Oui. Et cette nouvelle révision, au-delà des réactions de clichés, des réactions de forme, il faut voir le problème que le chef de l'État pose. Moi, je pense qu'on ne peut pas tout régler sur le champ et en même temps. Pourquoi cette proposition est allée à l'Assemblée? Vous voyez, on a commencé par la réforme du système partisan. Et l'idée, c'est de dire, OK, faire 10 ans, ça ne suffit peut-être pas pour changer un pays. Et nous avons des partis politiques forts, 2 ou 3. Ça, c'est l'idée même de la réforme du système partisan. Donc, à partir de ce moment, les partis politiques ont la possibilité d'avoir des continuités dans le changement. C'est-à-dire, lorsque le chef de l'État qui est là a fait son travail pendant 10 ans et que la Constitution l'oblige à partir, il faut que l'idéal politique qu'il a essayé de dérouler soit conservé par sa formation politique, parce que même en Amérique latine, vous avez vu un parti faire 10 ans. Est-ce que la charge revient au parti politique ou la charge revient peut-être à un contexte ou à un système qu'on
installe, de sorte à ce que ce soit un parti X ou parti Y qui prenne le pouvoir, qu'il reste dans une ligne tracée, plutôt que ce soit un parti politique qui conserve justement des acquis à Anicet Carlos Okere. Bon, je suis un peu d'accord avec vous, parce que justement, ce qui fait que les uns et les autres s'accrochent, c'est qu'on se dit, si nous partons, il y aura une déconstruction totale de ce que nous avons commencé et une remise en cause totale. C'est pour ça que parfois, c'est un peu difficile de laisser. Et le chef de l'État, comme le disait Franck Panto, qui a mis beaucoup d'ardeur à construire ce qu'il considère comme l'œuvre de sa vie, qui ne l'achève pas. Il se dit, si je pars, c'est pas sûr que l'on puisse achever ça tel que j'aurais voulu l'achever. Mais on n'achève pas une œuvre en une vie, surtout quand c'est l'État, quand c'est un pays. C'est une continuité, l'État. Oui. Mais on se dit, il faut que je pousse jusqu'à un certain niveau, parce qu'en réalité, c'est quoi? C'est que le premier mandat de 5 ans, généralement, lorsque vous devez tout reprendre là où vous avez tout commencé, vous n'avez pas le temps véritablement de dérouler un programme à partir des plans, à partir des études, de la mobilisation des ressources jusqu'à l'aboutissement du projet. Donc, vous êtes peut-être au beau milieu quand le mandat s'est achevé. Et vous n'avez eu que 3 ans peut-être pour travailler. Les 2 autres années, ça a été pour préparer le second mandat. Oui. Donc, l'un dans l'autre, je pense qu'il y a une bonne raison quand même de nous asseoir pour faire ce débat. Il est important de le faire et de savoir si nous pensons vraiment que le mandat unique est une chose à bannir complètement, ou bien si ça mérite quand même qu'on rapidement sur la question. Le mandat unique, pourquoi? Parce que justement, lorsque nous sommes dans un contexte où les partis politiques sont affermis, renforcés, lorsque quelqu'un arrive au pouvoir, on lui donne 7 ans. Il n'y a pas possibilité de dire qu'on va faire un deuxième mandat. Non, c'est banni, c'est clair. La Constitution est formelle là-dessus. Tu viens, pendant les 7 ans, si tu arrives à pousser à un niveau, tu t'en vas et ton parti politique, si le parti conserve, disons, le pouvoir, va poursuivre. Et je pense que c'est important. Pourquoi? Parce que ce qui a été fait de 2016 à aujourd'hui, le président Talon a payé le prix lui-même. Mais tous les Béninois ont payé le prix. Même vous, vous avez payé un prix. J'ai payé un prix par rapport à cette période de réforme-là. Et donc, pourquoi en 2026, quelqu'un d'autre va venir et remettre en cause tout cela? J'imagine très mal. Je vous donne très mal quelqu'un qui vienne, qui dise à l'Assemblée nationale, bon, revoyez-moi la loi sur la grève et remettons les enseignants en grève désormais. Ça va être compliqué, mais ça. Si on ne fait pas le débat, je vous donne quelques exemples. En 1996, le président Soglo était dans une dynamique. Et je suis sûr, si on avait laissé le président Soglo faire le deuxième mandat, le Bénin aurait consolidé beaucoup d'acquis sur le plan économique. On n'a pas fait ça. Vous savez, les électeurs ont des tendances qu'il faut utiliser des réformes pour canaliser, pour contrôler. Patrice Talon est très bien arrivé en utilisant des lois, etc. Si je vous garantis que depuis, le président Yahi même peut témoigner, le président Yahi Boni peut témoigner, l'enlisement politique fait que les chefs d'État n'ont pas souvent travaillé. Je suis convaincu que Boni Yahi, c'est peut-être 2 ans, pendant 2 ans qu'il a pu gérer le Bénin convenablement et faire avancer le pays. Tout le reste là, d'abord, il faut se battre pour renouveler son mandat. Ensuite, il faut faire les compromissions avec la classe politique, etc. Donc, il faut aller dans le fond de ce qui est proposé par les députés. Il faut faire ce débat-là pour que notre pays ait la chance de continuer dans ce qui est il y a quand même dans votre argumentation... c'est dans ces échanges que ceux qui veulent plus de démocratie vont s'exprimer, et ceux qui veulent
moins de démocratie, plus de développement. Il faut mettre tout ça là ensemble. Il faut mettre... que les deux thèmes ne sont pas antinomiques. C'est ça. Est-ce que justement, dans vos argumentaires, on n'a pas une sorte de contradiction là, parce que quand on dit, bon, il faut un mandat unique, et donc ça permet à ce que celui qui est élu, il se concentre pour travailler, mais on sait que les acteurs politiques, quand ils savent qu'il y a une perspective, une possibilité de gagner le pouvoir, ils ne se reposent pas. Et que de perdre cette année et d'espérer que dans 5 ans, celui qui est là va partir, va davantage, je dois dire, animer leurs intentions et leurs activités politiques. Et là, celui qui est en place n'aura pas de paix. C'est dans la réflexion que nous trouverons des solutions à tous ces problèmes qui sont posés. Et nous connaissons notre société, nous avons fait beaucoup d'expériences et aujourd'hui nous sommes en mesure de dire que le fait qu'il y ait un combat que le président soit obligé de mener pour son 2e mandat crée un d'enlisement. Nous avons vécu ça tout le temps. Et le président Talon, en arrivant au pouvoir, avait fait un bon diagnostic. Et il avait dit que le second mandat dépendait de la capacité du chef de l'État à soumettre complètement les grands électeurs. Il n'a pas le choix. Parce que c'est ce qu'il faut faire. Et dans cette tentative de soumettre tout le monde, on laisse complètement parfois les questions de développement pour s'occuper que des activités politiques. Je ne dis pas que le mandat unique est une excellente chose non plus. Mais je dis que nous avons intérêt quand même à nous asseoir pour faire le débat, pour discuter et nous dire que bon, nous optons du moins pour ce qui nous paraît plus conforme à la réalité de notre société. Dans les propositions, la question de l'âge qui revient au cœur des propositions, au cœur des idées. Pourquoi faut-il, à votre avis, que ce débat se fasse? Oui, en fait, pour la question de l'âge, je pense qu'il y a un consensus sur le plafond. 70 ans. 70 ans. Mais sur le plancher, pour moi, les 40 ans, c'est bon. Mais j'ai échangé sur votre page avec le ministre Laïdé et je pense que c'est pas mauvais. Parce il propose 35 ans. Il propose 35 ans. 35 ans parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une maturation précoce de l'être humain par rapport au passé. Et nous avons des exemples. Il y a 10 ans, par exemple, Romuald Ouaddaï ne pouvait pas être candidat à l'élection présidentielle alors qu'on a vu tout ce qu'il a pu faire depuis qu'il est ministre de l'économie et des finances. Et le Nigeria, par exemple, a fait la même démarche pour qu'à 35 ans, on puisse être candidat. En Europe aujourd'hui, dans tous les régimes parlementaires en Europe, on a des gens de 30 ans qui deviennent Premier ministre. Parce que dans un régime parlementaire, il n'y a pas de plancher ni de plafond en matière de limitation d'âge. Donc je pense qu'aujourd'hui, pourquoi pas? Moi je pense qu'on peut faire ce débat-là et faire ce choix-là. Oui. Parce qu'on ne sait jamais. Dans 10 ans, il peut y avoir un jeune leader qui va émerger et qui aura tout le potentiel pour transformer le Bénin et malheureusement qu'il ait l'occasion de le faire à 35 ans ou qu'il ait l'occasion de le faire à 40 ans ou à 50 ans. Ah non, les choses peuvent changer. Il y a des occasions, vous les ratez, vous ne les aurez plus. Donc moi je pense que il y a des pays, la majorité des pays au monde, il n'y a même pas d'âge plancher. Donc, il faut, si vous êtes capable d'élire le président, c'est que vous êtes capable d'être élu président. Ça, c'est la règle de base. C'est parce que les choses évoluant, on tire des leçons et on se dit, bon, il faut 40 ans. Et cette affaire de 40 ans et 70 ans, nous savons tous qu'après la conférence, c'était pour éliminer un certain nombre. Pour 70 ans. Oui, mais pour 40 ans, on se disait, en tout cas, dans le cycle. L'âge de la maturité politique, tout ça là. C'était là, oui. Bon, mais aujourd'hui, les choses ont évolué quand même. Alors, quand on a 40 ans, c'est supposé qu'on a fait peut-être des études universitaires et donc on a terminé autour de 23, 24, 25 ans, qu'on n'a pas eu le temps justement d'aller faire ses armes ou ses premières armes dans des formations politiques de grande taille, d'avoir la grande capacité, l'expérience qu'il faut. Et donc, jusqu'à 40 ans, un seul président élu au Bénin
est sorti du système partisan. On va l'espérer pour 2026 en tout cas, même si le schéma qui se dessine ne nous promet pas grand-chose. Il faut s'en inquiéter quand on sait qu'en France, Emmanuel Macron a accédé à la magistrature suprême à moins de 40 ans. Mais quand j'écoute un peu les sondages aujourd'hui, j'ai pas l'impression que ça lui a fait beaucoup de bien, en tout cas personnellement, et à la France aussi, avec tout le brouhaha qu'il y a eu pendant toute sa gouvernance. Ça ne veut pas dire non plus que si on avait élu quelqu'un qui avait 60 ans, on aurait eu un meilleur résultat. Moi, je considère que la question de la limitation d'âge est un peu comme une aberration aujourd'hui dans notre Constitution. Ah ouais? Parce que pourquoi limiter l'homme dans ce qu'il a donné alors que nous avons des potentiels totalement différents, que nous avons des charismes différents, qu'il y a des gens qui, à 30 ans, sont capables de faire. Mais toute loi exclue, c'est normal. Non, mais ça dit qu'on n'est pas obligé de mettre des barrières là où ce n'est pas indispensable. Si quelqu'un dans la société arrive à s'imposer au point que nous ayons le sentiment qu'on peut lui confier le pays, peu importe son âge, on doit confier ça à des adolescents après, à cette allure. Est-ce que vous vous rappelez que à quelques mois après, on aurait pu avoir un candidat comme Komi Koutié en 2016. Oui. Et s'il n'avait pas cette limitation d'âge, il aurait pu être candidat. C'est quand même quelqu'un qui était déjà ministre des Finances du Bénin. Donc, ministre d'État. S'il est ministre d'État, ministre des Finances, comment pensez-vous qu'il n'a pas le potentiel pour gérer les affaires de l'État? Donc moi, je pense qu'il faut laisser à l'électeur le soin de décider s'il a envie de donner le pouvoir à un adolescent. Je le dis d'autant que c'est une question de cursus, c'est une question de parcours. Le fils du président du roi du Maroc, non, je prends le roi du Maroc lui-même, Mohamed VI, qui a succédé à son père à 35 ans, je crois. 62. Bon, le Maroc ne se porte pas plus mal. Son fils a aujourd'hui 22 ans et il est déjà prêt. Mais c'est un système. C'est ça que c'est une royauté. C'est une royauté. Non, c'est-à-dire que c'est une question de formation en fait. C'est que le garçon a subi une formation intensive qui le prédestine à se s'asseoir sur le fauteuil de son père le plus tôt possible. Donc à 22 ans, il est déjà prêt. Donc il y a parmi nous... Parce qu'il y a un chemin qui est tracé. Quand il est né, il sait déjà qu'il va être roi. Alors qu'en démocratie, dans la République dans laquelle nous sommes, vous n'êtes jamais sûr d'être président. Il y a parmi nous des gens qui ont l'opportunité de faire des parcours exceptionnels. Pourquoi est-ce que nous les priverions de cette chance de pouvoir servir les pays? Je vais ajouter deux choses. Et avant que je finisse, je suis convaincu que si la limitation de 70 ans avait permis de régler un problème hier, vraiment, aujourd'hui, il n'y a plus aucune raison. Ah non, Alassane Ouattara ne sera pas d'accord avec vous. On l'a entendu dire publiquement qu'à partir de 70 ans, on est vraiment fatigué pour s'occuper de la pression de l'État. Ça peut être l'avis même de tout le monde. Mais il appartient à l'électeur de décider. Oui, Franck, on va finir sur ce sujet. Premier élément, c'est que si vous prenez la population du Bénin et vous excluez de 0 à 40 ans, c'est que vous avez exclu peut-être 80% de la population. Non, on ne les exclut pas. Il y a le Parlement, il y a l'administration locale, il y a la compétition. On parle de la fonction présidentielle. On est dans le suffrage universel direct. Premier élément. Deuxième élément, est-ce que les électeurs, les Béninois qui vont aux urnes, qui décident de voter pour un candidat de 35 ans, on ne peut pas leur faire confiance? On ne peut pas se dire que, après avoir regardé pendant 2 semaines la campagne présidentielle, où on a vu les uns et les autres s'exprimer, on ne peut pas dire que les Béninois, bien qu'il y ait l'existence des grands électeurs, on ne peut pas dire que les électeurs qui vont aux urnes disposent de la jugeote nécessaire pour choisir entre un candidat... Faire un choix et assumer la fonction, c'est 2 choses totalement différentes. Allez, on va avancer un peu. Mais je pense que lorsque les choses évoluent, comme c'est le cas dans notre monde aujourd'hui, on peut faire avancer avec à la jeunesse. On peut dire que... c'est parce qu'on a eu ce débat avec M. Laïndé que je me suis dit, mais il faut fouiller, il faut voir. Sinon, j'avais votre réaction au départ quand j'ai lu
35 ans, j'ai dit, mais est-ce que ça ne fait pas un peu genou, etc. Mais je pense qu'on peut le faire. À 35 ans, parfois, on n'a même pas encore réussi à stabiliser ça. Tout comme à 35 ans, on a déjà presque tout accompli. Son foyer conjugal. Donc... Mais à 70 ans, il y en a qui n'ont pas stabilisé. Qui n'ont même encore rien fait du tout. C'est des exceptions. Aussi, à 70 ans, on n'a pas encore stabilisé son foyer conjugal à 70 ans. Il y a vraiment un problème. Non, c'est pour dire en fait qu'il y a des exceptions. Il y a des exceptions. Et ceux qui ne se marient même pas. C'est des choix. Parlons de la décentralisation. Je sais que vous seriez davantage dans votre plat, Franck Kinivo. Et le ministre ou l'ancien ministre a fait quelques propositions liées à ce domaine-là. Et les questions récurrentes qui viennent aussi, la question du transfert des compétences, etc., que ce soit compétences financières ou compétences en matière de ressources humaines. Là-dessus, on a quand même avancé un peu. Est-ce que c'est encore d'actualité, ça? Ah non, c'est toujours d'actualité parce que aujourd'hui, c'est vrai, il y a eu la réforme structurelle du secteur de la décentralisation. Et la proposition de la révision de la Constitution qui passe l'étape de la commission des lois. Eh bien, le duo d'artistes qui doit agrémenter cette journée est aussi là. Landry et Landry Manidé, deux amis unis depuis 2014 par un pacte d'harmonie. Ensemble, ils ont baptisé les territoires, le duo Landry plus. Ils font de l'acoustique légère, un genre de country à la béninoise. Aux collectivités. Le souffle délicat de la maintenant, si vous prenez rencontre la corde vibrante de la guitare, c'est une ambiance investie dans l'eau, dans le milieu rural, ce sont là les grandes articulations de la deuxième partie de cette émission que nous ouvrons avec l'invité de la semaine, il a le président de la BADM-BNM, au menu de nos échanges, le rôle des médias gérés par les collectivités territoriales et qui leur permettent, en vertu du pouvoir de proximité, de régler les problèmes qui se posent dans leur territoire. Et ça, c'est le principe de subsidiarité. C'est-à-dire, il faut donner les moyens et les capacités aux autorités de proximité pour régler les problèmes de proximité. Et dans les pays anglophones où ce que M. Laïndé propose, dans les pays anglophones où ça a été expérimenté, on a vu que l'économie nationale s'appuie sur des économies de territoire, des économies locales qui sont dynamiques. Parce que il y a l'argent, c'est indispensable. Exposition radio. L'argent direct, c'est-à-dire les investissements directs qui sont mobilisés et injectés par les collectivités territoriales. Parce que quoi que l'État fasse depuis Cotonou, il y aura toujours des limites, il y aura beaucoup de manque de précision. Donc, c'est une question essentielle que de constitutionnaliser un taux minimum de transfert de ressources calculé sur la base des recettes budgétaires de l'État et qui est transféré aux collectivités territoriales pour leur permettre, parce que derrière ce transfert-là aussi, il faut faire l'harmonisation entre les planifications de l'État et les planifications des territoires. Mais aujourd'hui, ça se fait du haut vers le bas. Mais il faut que ce soit du bas vers le haut. Parce que peut-être les communes n'ont pas les compétences pour structurer leur politique, pour organiser leur politique, et surtout projeter leur avenir. Aujourd'hui, on a transféré la ressource humaine 7 cadres bac plus 5 à la plupart des 77 communes. Ça, c'est un pas important. Deuxième niveau, c'est de permettre à l'État, aux collectivités territoriales. Et quand vous pointez le doigt là-bas, vous mettez une personne sur moi. Parce que le temps de faire doit être équilibré, quoi. Oui, mais lui, il est de la maison, il vient tous les jours. Il vient tous les jours. Donc on doit le priver de la parole. Non, il faut que... C'est-à-dire, on a fait le niveau des directeurs. Oui. Maintenant, il faut que, à l'intérieur de la pyramide des ressources humaines des collectivités territoriales, on puisse renforcer ça. L'autre chose, c'est qu'il y a aujourd'hui une dématérialisation de la commande publique. Le processus est lancé et qui va faciliter la consommation de ces ressources par les collectivités territoriales. Et la troisième chose qu'il faut vraiment faire, c'est de renforcer la qualité de la planification.
La planification locale, je l'ai déjà dit plusieurs fois, ce n'est pas la qualité. C'est-à-dire, quand on s'embrouille dans des programmes, dans des milliards et autres, on ne voit pas la lisibilité. Il faut que les communes puissent faire des... j'ai encore fait le doigt. Il faut que les communes puissent avoir des plans de développement pratiques qui tiennent compte de leur potentialité et aussi des défis. Parce que les infrastructures socio-communautaires, il faut les réaliser, il faut planifier, il faut investir dans l'économie locale. Et donc, l'État aujourd'hui a pu négocier un programme pour que l'économie locale soit d'actualité. Et donc, si on investit les personnes qui produisent dans les territoires, si on les accompagne, on met les financements à leur disposition, c'est sûr que dans les années à venir, une économie dans chaque commune va émerger. Et ça va permettre de limiter les émigrants qui sont à Cotonou là. Ils viennent de communes où ils n'ont pas d'emploi. Mais si l'économie se développe, on va les maintenir comme des contributeurs à notre PIB. Bon, là aussi, même les immigrants, ils contribuent d'une manière ou d'une autre, en tout cas, à notre de faire, oui. Mais les communes, et quand je dis les communes, je veux voir les responsables à la tête de ces communes, je dois dire, ont eu des passés qui ne sont pas à leur avantage en matière de gestion. Et du coup, on commence à se dire, faut-il vraiment leur confier les sous? On se rappelle la réaction de Boniaï par rapport justement au fonds FADEC. On a dû changer tout ça, puis après on a fait une petite expérience, le temps de penser au SE, donc d'arracher la gestion du budget au maire. Quelqu'un même allait dire à Cotonou, on parle des congrès, retournez-nous le budget, parce que justement, il a fallu ça pour qu'on ait un peu de résultats quelque part. Ça peut se comprendre qu'on ne leur confie pas les sous. Ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre, d'autant que nous avons tous dévoyé l'esprit, en fait, de la décentralisation. Je me souviens quand on expliquait à l'époque que c'était un système que nous devrions adopter, on voyait les communes en fait comme des entités économiques viables, comme des pôles de développement. Mais déjà dès les premières années, le transfert des compétences est devenu un problème pour l'État central. Parce qu'on a commencé par donner un poids politique particulier aux communes, et c'est ce poids politique qui a fini par prédominer complètement, laissant les communes dans un rôle éminemment politique. Donc, quand vous transférez des ressources à quelqu'un qui a une capacité politique sur le terrain et qui ne travaille que pour ça, vous pouvez avoir des problèmes pour votre réélection. Vous faites des concurrents très sérieux. Nous savons tous que dans une ville comme Cotonou, le pouvoir d'achat qui s'érode, les difficultés, par exemple, font que la population est presque toujours majoritairement opposée au pouvoir. Tout à fait. Donc, la décentralisation, à un moment, avait prévu que le marché d'Antokpa, par exemple, soit géré par la commune, qu'il y ait des transferts de ressources conséquents pour que la mairie de Cotonou soit une entité économique extrêmement viable. Mais c'est le problème de la tutelle politique qui a amené le dirigeant progressivement à renoncer en fait à transférer les compétences. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a des réformes majeures qui ont été opérées et qui donnent la possibilité aujourd'hui à l'État de décider de faire de nos communes des entités viables, en faisant en sorte que les maires n'aient pas que la compétence politique, que les maires aient d'autres compétences que politiques. Avec l'appui des SE qui ont été nommés et triés sur le volet aujourd'hui, on peut implémenter quelque chose de bien plus important pour la communauté que juste d'avoir des personnes qui se font élire de manière progressive et régulière, juste pour accompagner le gouvernement dans son activité politique. Mais la contribution des populations aussi, on en parle très peu, parce que la décentralisation, ça ne marche pas qu'avec des conseillers intelligents et un maire intelligent. Il faut aussi une participation citoyenne qui n'est pas du tout, je dois dire, au rendez-vous, Franck. Oui, je pense que avant de répondre à votre question, je voudrais dire quelque chose en rebondissant sur ce que Anissé vient de dire. Vous voyez, moi, en dehors du Bénin, le seul pays où j'aimerais vivre, c'est la Suisse. Pourquoi?
parce que l'État est tellement décentralisé, tellement organisé, un peu comme en Allemagne, mais je crois que c'est mieux qu'en Allemagne. Quand vous allez en Suisse, vous voyez que, quelles que soient les villes, il y a les infrastructures, il y a un cadre de vie qui est agréable. C'est le fruit de la décentralisation. Ah ouais? C'est parce que, peut-être quand ils ont commencé, il y a des problèmes de détournement au niveau des autorités locales, mais la conviction est forte que sans la décentralisation, on peut faire tout ce qu'on veut. On ne peut pas avoir le développement équilibré et harmonieux du territoire. C'est un partage de rôle entre l'État central qui est garant de tout ce qui est équilibre du territoire et les territoires pour qu'on puisse s'appuyer dans une complémentarité sur les potentialités de chaque territoire et ensemble maintenant on devient plus fort. Et ça, je suis convaincu que si c'est faisable nous, et que nous mettons ce dispositif dans notre constitution pour obliger tous les gouvernements qui viennent à dire voilà les ressources, mais quitte à mettre l'IGF aujourd'hui, vous savez bien que les collectivités, l'administration communale, c'est la structure la plus contrôlée au Bénin. Absolument. Il n'y a pas de contrôle a priori, contrôle a posteriori. C'est la structure que tout le monde veut auditer. D'avoir tous ces dégâts qu'on a ça avec fait que ça s'améliore. Oui, oui. Et l'autre chose, vous parlez de la participation citoyenne. Oui. C'est ça qui est le point faible de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation. Cette réforme n'a pas capitalisé sur les progrès qui étaient déjà enregistrés en matière de participation citoyenne pour rendre ces outils-là disponibles, voire obligatoires dans la gestion. Et donc, je pense que si ce sera un effet catalyseur de dire dans la Constitution, et on va rejoindre les pays anglophones qui l'ont fait depuis des décennies, de dire que c'est 10%, c'est 15% des recettes budgétaires. Ce n'est pas grand-chose, 15%. Et moi, élevé à l'échelle nationale, ça fait beaucoup. Pour les candidats à la présidentielle, moi j'ai encore une proposition. C'est de faire en sorte que nous avons 546 arrondissements. Il faut une ligne budgétaire pour les 546 arrondissements en termes de projets communautaires. C'est-à-dire, nous avons 546 arrondissements. Il faut permettre à ces arrondissements-là de monter des projets pour régler les problèmes dans les arrondissements. Et ces projets-là, on les propose au gouvernement qui examine et qui choisit. Mais chaque arrondissement doit avoir au moins un projet financé chaque année ou tous les 2 ans pour que la présence de l'État, on parle d'extrémistes violents au nord, on parle de ces choses-là lorsque on sait que c'est des ressources qui... Vous me mettez tellement la pression, il y a tellement de choses à dire. Vous me mettez la pression parce que je n'arrive plus à gérer mon temps en fait. Non, c'est-à-dire si nous avons 546 arrondissements, si moi je suis dans un arrondissement, même dans Malanville, même dans Segmana, même dans Banikwara, et que je sais que chaque année, le budget de l'État réserve peut-être 2 millions, 3 millions, 5 millions aux arrondissements. Ça peut être tous les 2 ans. Mais et que nous avons un problème crucial dans notre arrondissement que la mairie n'arrive pas à gérer, on se voit, on monte notre projet et l'État finance. Vous voyez l'effet que ça fait de dire que c'est le Bénin on aura pour le même problème. Non, plusieurs solutions du nord au sud parce que chacun ira en regardez, il y a des femmes de ces idées qui font les fromages là, le lait de vache, qui ont besoin peut-être d'1 million pour leur groupement. Et ça va changer le visage d'un arrondissement ou d'un quartier, d'un village ou d'un quartier dans l'arrondissement. Et ces ressources-là, il n'y a pas de banque. Les systèmes décentralisés de microfinance, c'est compliqué. Ils font beaucoup d'exigences, etc. Il y a une manière de prendre en main
le territoire pour que ces choses-là changent. Ce que M. Laïné a proposé et qui me paraît aussi important, c'est que si on doit adopter le Sénat, il faut prévoir aussi une représentation des collectivités territoriales. Et ça, c'est très important parce que les territoires doivent s'exprimer dans cette instance-là. Et vous avez parlé de participation citoyenne. Et en discutant avec lui, il est allé jusqu'à me dire que lui pense que si l'État ne veut pas prendre la responsabilité de cette proposition, de faire un référendum pour demander aux Béninois, êtes-vous pour ou contre qu'on puisse transférer 15% au moins des ressources aux communes. Ça m'étonnerait que qui que ce soit contre. Ce serait surprenant, en effet. Allez, merci beaucoup, chers messieurs, d'être passés sur mon plateau. C'est vrai que le débat était passionnant, le temps il est passé. Et si j'avais une petite seconde, j'ajouterais que si les choses se font comme le disait Franck tantôt, et que dans les entités décentralisées, on marquait la présence de l'État d'une certaine façon, ça nous éviterait peut-être d'avoir des populations qui attendent tous les 5 ans qu'on vienne leur donner une part du gâteau national pour voter pour tel ou tel candidat. Parce qu'ils n'ont rien, les gens n'ont rien du tout, ne remarquent absolument aucune présence de l'État. Ils se disent, le seul moment où nous savons que nous avons un État, c'est lorsque les gens viennent en campagne. C'est une conclusion formidable. Merci beaucoup à vous. Très bonne journée. Mesdames et messieurs, je vous propose qu'on marque une pause. On ne